Bonjour à tous. Pour ce 7e et dernier épisode sur les modes de cuisson, on va conclure sur un petit peu tout ce qu'on a vu lors des épisodes précédents. Ce qui ressort de manière flagrante, c'est que la plupart des modes de cuisson posent problème en termes de température. Alors moi je conseillerais surtout de se méfier de la cuisson au four et de la cuisson à la poêle, dans la mesure où c'est des modes de cuisson qui sont très courants et pour lesquels on atteint très très facilement des températures beaucoup trop élevées. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser de four et de poêle, mais moi je vous conseille quand même de faire attention aux températures quand vous utilisez ces modes de cuisson là. On constate aussi qu'il y a un mode de cuisson qui ressort vraiment par rapport aux autres, à la fois pour ses qualités en termes de préservation des micronutriments et pour la température qui ne peut pas dépasser les fameux 110 degrés. Et ce mode de cuisson, c'est la vapeur douce. Donc moi je conseille vraiment autant que faire se peut de cuisiner prioritairement au quotidien à la vapeur douce. Alors pas forcément de manière exclusive, mais vraiment de privilégier ce mode de cuisson toutes les fois que c'est possible. Et puis il y a aussi la cuisson à l'eau qui est tout à fait valable à condition de conserver l'eau de cuisson dans laquelle est dilué certains micronutriments. Donc l'eau de cuisson, vous pouvez en faire des soupes, des potages, des smoothies, un peu ce que vous voulez. Le tout c'est d'éviter de la jeter avec tous les micronutriments qu'elle contient. Et en bonus pour ce dernier épisode de la série, je voulais faire une petite digression sur le cru et la déshydratation. Alors la déshydratation, eh bien ce n'est pas de la cuisson. En fait, si vous avez déjà vu un déshydrateur, ça ressemble vraiment à un four en fait. À la grosse différence près, qui est la température. Un déshydrateur, ça monte peut-être à 50 degrés grand maximum, et les températures typiquement utilisées sont même plutôt entre 40 et 45 degrés. Donc c'est des températures qui sont insuffisantes pour cuire les aliments, et qui permettent uniquement d'enlever l'eau en fait, donc de déshydrater les aliments. En pratique, l'utilisation d'un déshydrateur est vraiment différente de celle d'un four ou d'un autre mode de cuisson. C'est vrai que la déshydratation, potentiellement, ça peut ouvrir un champ des possibles assez vaste sur ce qu'on peut faire en cuisine, tout en restant dans le registre du cru. Et par contre, effectivement, comme c'est pas de la cuisson, en fait, la déshydratation ne s'oppose pas en concurrent des autres modes de cuisson. C'est vraiment autre chose, quoi. En tout cas, c'est vrai qu'en termes de température et de préservation des micronutriments, eh bien, la déshydratation est assez imbattable. Et c'est d'ailleurs l'argument qui est invoqué par les crudivores. Donc, les crudivores, c'est des gens qui mangent exclusivement cru, qui refusent tout mode de cuisson, justement, au motif qu'ils veulent profiter de tous les micronutriments des aliments aussi bruts que possible, aussi proches que possible de ce que la nature fournit, donc cru. Alors tant qu'on est dans les digressions du dernier épisode de la série, je vais en profiter pour vous donner rapidement ma position sur le crudivorisme. En fait, moi je suis pas très favorable à l'idée de manger exclusivement cru. La première raison, c'est la quantité de fibres. En fait, les fibres crues sont pas forcément faciles à supporter par le système digestif, et en fait, c'est en bonne partie une question de microbiote, et la réalité, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui vont réussir à très bien supporter de manger plein de fibres crues, et il y a d'autres gens que ça va irriter, enfin qui vont très mal le supporter au niveau intestinal. Donc pour cette raison, déjà, le crudivorisme n'est pas vraiment applicable à tout le monde. La deuxième chose, c'est que certains aliments profitent de la cuisson, en fait. Alors c'est un petit peu au cas par cas, hein. C'est vrai que par ailleurs la cuisson détruit aussi des vitamines, mais il y a certains aliments pour lesquels les nutriments sont mieux absorbés une fois qu'ils sont cuits. C'est le cas par exemple du lycopène qui est contenu dans la tomate, c'est le cas aussi du blanc d'œuf. La protéine de blanc d'œuf est beaucoup plus biodisponible quand elle est cuite que quand elle est crue. Donc voilà, c'est un petit peu au cas par cas, mais c'est pour dire que la cuisson ne fait pas que du mal, elle améliore aussi, dans une certaine mesure, certains aliments. Et il y a un autre argument que je trouve assez important, c'est que certains aliments ne se mangent pas crus, en fait. Donc en fait, quelque part, le crudivorisme implique de se passer de certains aliments, ce qui est un petit peu dommage. Donc il y a quoi? Il y a par exemple les aubergines, on est obligé de les cuire. Il y a aussi les légumineuses qui contiennent des antinutriments qui sont détruits à la cuisson, donc il faut impérativement cuire les légumineuses, et c'est une classe d'aliments qui est quand même super intéressante pour plein de choses, mais notamment pour les protéines. Je trouve que c'est vraiment dommage de se couper de toutes les légumineuses au prétexte de vouloir manger uniquement cru. Alors bon voilà, après c'est à chacun de faire ses choix, mais en fait, pour ma part, je considère que manger exclusivement cru, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, manger exclusivement cuit n'est pas forcément une bonne idée non plus. Donc en fait, moi ce que je conseille, c'est tout simplement de manger une partie de ces légumes crus et une partie cuits.
Donc après, à chacun de faire ses essais, de voir un petit peu ce qui convient, ce qui va bien en termes de digestion. Mais voilà, pour résumer, je pense que la meilleure approche, c'est tout simplement de trouver le juste équilibre.